Bonjour. Il y a quelques années, à la fin du dernier millénaire, bon, ok, à la fin des années 90, j'ai eu mes enfants. Et à l'époque, j'avais pas les informations à ma disposition, je ne les cherchais pas non plus, j'étais pas curieuse de savoir s'il y avait d'autres alternatives. Et j'ai suivi le parcours classique, c'est-à-dire une visite mensuelle chez le gynécologue, les prises de sang mensuelles, les échographies à tous les trimestres et l'accouchement in fine à l'hôpital. Et je ne me suis jamais posé la question de savoir si on pouvait faire autrement. Je ne me suis jamais demandé s'il y avait d'autres alternatives, si on pouvait faire autrement. Pour moi, c'était réglé comme ça, les consultations avec un gynécologue, l'accouchement à l'hôpital, point. C'était comme ça qu'on faisait. Et j'avais pas la conscience à l'époque-là d'aller chercher autre chose, d'aller voir si ça pouvait être fait autrement. Et même si c'était clair dans ma tête que la grossesse n'était pas une maladie et que voilà, j'ai toujours dit je suis pas malade, traitez-moi normalement. Enfin voilà, j'ai vécu ma grossesse comme une normalité complète, sans même si c'était médicalisé. Et aujourd'hui, les femmes ont cette chance. D'abord, moi, il n'y avait pas Internet, c'était vraiment les balbutiements d'Internet, donc on ne l'utilisait pas comme on peut l'utiliser aujourd'hui. Et aujourd'hui, les femmes ont la chance d'avoir ce médium d'information et de pouvoir s'informer et de savoir qu'il y a tellement d'autres façons de vivre sa grossesse, d'accoucher, de vivre sa maternité ou sa paternité. Et j'avais envie de communiquer sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de rencontrer une sage-femme absolument, j'avais envie de dire divine, parce que ce qu'elle pratique relève quelque part du divin. Elle propose l'accouchement à domicile et le suivi des femmes pour un accouchement à domicile et en toute sécurité, mais elle assure un suivi des femmes. Elle n'a pas des patientes, elle accompagne des femmes. Et ça change tout le cadre. Et j'avais envie de faire témoigner cette femme extraordinaire qui vit son métier et qui le vit tellement qu'elle a elle-même accouché à domicile avec son conjoint, avec son mari. Et elle le vit à travers elle le vit à travers ses patients, pardon, à travers les mamans qu'elle accompagne. Donc j'avais vraiment envie de partager avec vous la pratique de l'accouchement à domicile, comme AD, comme elle dit, si joliment, l'accouchement AD. Et voilà, je vous laisse découvrir Julia, une sage-femme AD, comme j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus en France. Et j'espère que ça va vous inspirer pour vous, pour vos filles, pour vos belles-filles, pour les gens que vous aimez. Savoir qu'il y a une autre façon de vivre la maternité et de vivre l'accouchement. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à le tourner avec cette jeune femme si lumineuse et si pleine d'amour pour son métier et pour la vie en général. Bon visionnage! Bonjour Julia. Je t'ai invitée aujourd'hui sur ma chaîne parce que j'ai suivi la formation de Thierry Casasnovas sur l'amour des enfants. Et dedans, il parle de l'accouchement, évidemment, parce que ça ratisse large entre la préconception et la préconception. Et il parle de l'accouchement. Et je trouvais que il a interviewé une sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Et j'avais envie de creuser un peu plus que ça. Et j'ai la chance de te connaître. Tu es une sage-femme formée justement à l'accouchement à domicile. Tu fais des accouchements à domicile et plein d'autres pratiques à côté comme le soin riboso. Enfin, tu es vraiment connectée à la femme, à ses besoins, à la femme enceinte, ses besoins. Et j'avais envie d'en parler avec toi. Et tu as eu la gentillesse d'accepter. Je te remercie. Et donc j'ai envie de savoir aussi un peu plus, toi, qu'est-ce qui t'a amené
à aller vers la femme et vers cette période si particulière de la vie d'une femme? Tu sais? Alors, je sais pas si je sais vraiment ce qui m'a amenée, parce qu'il y a comme quelque chose d'assez évident que je sois là. Ce qui m'a amenée, c'est une autre sage-femme qui pratiquait à domicile, qui a accompagné mon grand frère et ma belle-sœur pour leurs 2 enfants à domicile. Et quand j'ai rencontré cette sage-femme, bah, je me suis dit, ouais, c'est vraiment beau ce qu'elle fait et c'est vraiment beau ce qu'elle a apporté dans la vie de mon grand frère et dans leur couple. Et à ce moment-là, j'étais un peu perdue. Je sortais de 3 ans de philo et je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait. Je me demandais si j'allais pas devenir ostéo parce que j'aimais beaucoup être dans le toucher. Et finalement, c'était pas vraiment ça. Et quand j'ai rencontré cette sage-femme, il y a vraiment quelque chose qui s'est illuminé à l'intérieur de moi en me disant ah, c'est ça que je veux faire, je veux devenir sage-femme à domicile. Et je connaissais absolument pas le métier de sage-femme à la maternité. Et donc pour moi, c'était évident qu'il n'y avait pas de problème de devenir sage-femme à domicile. Donc j'ai su un peu rapidement plus tard que en fait, sage-femme à domicile, ça se faisait pas en France. Enfin, en tout cas, c'était pas bienvenue en France dans les institutions, on va dire. Et donc voilà, ça c'était le cheminement d'après. Mais donc le premier élan, c'est bah, je vais faire ça parce que c'est beau et que là où je peux amener ma graine, je crois que c'est au moment de la naissance. Et que si on peut changer l'avenir, bah, c'est peut-être là. ça peut être là aussi. Tout est important pour faire un avenir meilleur, un présent meilleur d'ailleurs. Et enfin, quand je vois la lumière qu'il y a dans tes yeux, je me dis que les femmes que tu accompagnes, elles ont bien de la chance. Et parce que j'ai vu dans la vidéo de Thierry, justement, quand il interviewait cette jeune femme, cette sage-femme, que c'était compliqué en France actuellement. Il y avait des questions d'assurance, il y avait des questions de... Oui, ben voilà, pour faire court, oui, en fait, aucune sage-femme à domicile ne pratique avec une assurance parce qu'en fait, il n'y a aucune assurance qui accepte de nous assurer. Donc on travaille comme ça depuis 20 ans, 10 ans, 20 ans, ouais. Ce qui est différent dans les autres pays limitrophes comme la Belgique ou la Suisse ou là même l'Angleterre où elles ont des assurances à pas très cher, je ne saurais pas dire voilà, exactement. Mais en France voilà, c'est particulier, mais on peut quand même travailler parce que c'est ce qu'on dit, qu'il y a une espèce de vide juridique qui fait que les femmes ont le droit de choisir où elles veulent enfanter. Et donc elles ont le droit d'être accompagnées par un professionnel, une professionnelle, et donc voilà, on tolère ça, enfin c'est toléré. Plus ou moins selon les régions, il y a des régions où les sages-femmes sont vraiment très menacées, enfin voilà, où c'est très difficile d'exercer. Moi je suis en Alsace et j'ai beaucoup de chance parce que ça se passe bien, on a des bonnes relations avec les maternités. Les transferts se passent bien, donc on n'a pas peur de transférer quand il faut et pour mettre en sécurité une femme s'il y avait besoin, ben on n'a pas cette peur-là. Donc on se sent en sécurité. Et en Alsace, on est de plus en plus nombreux, donc c'est super. Ah oui, c'est important. Ouais. Mais c'est pas le cas dans beaucoup de régions de France où c'est difficile d'exercer parce qu'elles ont un lourd poids sur les épaules. Que nous on n'a pas en Alsace, mais voilà, donc il y a tout, voilà. Il y a du harcèlement, il y a des menaces, il y a beaucoup de contraintes et pourtant elle continue parce qu'il y a quelque chose que je pense que chaque sage-femme a AD où on se sent à notre place et puis enfin moi je pense que voilà, c'est assez important que les femmes aient le choix et que celles qui ont envie de le faire puissent le faire. Accompagnées si elles ont envie d'être accompagnées ou pas si elles n'ont pas envie, mais en tout cas celles qui ont envie d'être accompagnées, c'est important qu'elles puissent l'être. Et si elles ont le choix des sages-femmes, c'est encore mieux parce qu'on s'entend pas forcément avec tout le monde et donc si on est plusieurs, bah, c'est encore mieux. Oui, ça c'est clair. Ouais.
Est-ce que tu peux me décrire comment ça se passe, l'accompagnement d'une femme enceinte jusqu'à l'accouchement par une sage-femme à domicile? Alors, c'est un accompagnement global, ça s'appelle. Donc, le plus habituellement, c'est la femme nous contacte en début de grossesse. Des fois, elle nous contacte avant, elles ont le projet, puis pour être sûre qu'il y a une sage-femme dans le coin, elles nous contactent, et pour être sûre avant même d'être enceinte. Mais la plupart du temps, c'est une fois qu'elles sont enceintes, dans les premiers mois, elles nous contactent. Souvent, elles ont déjà vu un généraliste parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent directement aller voir une sage-femme. Petit message. En fait, voilà, nous, on peut suivre vraiment toute la grossesse, tant qu'elle est physiologique, tant que, voilà, que la femme est en santé, que le bébé est en santé, on peut suivre toute seule, on va dire, toute la grossesse. Donc à partir du moment où on se rencontre, voilà, il y aura un premier rendez-vous pour un peu voir est-ce qu'on peut suivre cette femme à domicile, pour expliquer aussi les risques, les avantages, les inconvénients, entre guillemets, d'accoucher à domicile. Et puis, voilà, le cadre. Et ensuite aussi de voir est-ce que cette femme, ce couple, c'est quoi leur motivation, et est-ce que au niveau médical, on peut faire ça de manière sécuritaire, on peut les accompagner ou pas. Donc ça, c'est là où les 2-3 premières rencontres, on va dire. Et ensuite, on va les revoir tous les mois. Et ensuite, voilà, les sages-femmes ne travaillent pas toutes de la même manière, mais on va les revoir tous les mois, une ou plusieurs fois par mois, selon les besoins de la femme. Et selon aussi la distance, parce que souvent, on habite loin des femmes, ou les femmes habitent loin de nous. Mais souvent, on fait beaucoup de kilomètres. On a un grand périmètre d'action, on va dire. Et donc ça joue aussi peut-être sur le suivi, mais on les suit le plus régulièrement possible jusqu'à la naissance, où là c'est nous qui venons chez elles. Parce que jusque-là, c'est elles qui viennent à toi, ou oui. Donc tu as un cabinet du coup pour les recevoir? Oui. Oui, c'est elles qui viennent pour les consultations, les préparations à la parentalité, à la naissance et à la parentalité. Et tu vas pas au domicile de la personne Si, une fois ou deux dans la grossesse. Pour voir si c'est possible de faire l'accouchement sur place. C'est ça, pour voir si le logement est accessible, on va dire, c'est surtout ça. S'il n'est pas au 7e étage avec un escalier en colimaçon et une échelle pour monter jusqu'à la chambre. Ça arrive. Voilà. Là, j'exagère, mais oui, voilà, pour être sûr que ça soit accessible, s'il y a quoi que ce soit, que les secours puissent agir facilement. Et qu'il n'y ait pas une perte de chance à cet endroit-là, vu que de toute façon on est déjà hors structure, on sait qu'il y aura un temps d'action si vraiment il y a une urgence vitale. Nous, on va faire tous les soins à domicile, les premiers soins d'urgence, et ensuite pour les soins de deuxième ligne, on va dire, on aura besoin de l'hôpital si la situation se dégrade encore, parce que souvent les soins de première ligne suffisent à réguler une hémorragie ou à aider un bébé à arriver, ou voilà. Et bon, c'est pas la majorité des transferts, largement pas, mais disons que c'est ça qui fait peur aux gens, et c'est pour ça que souvent on dit que les femmes sont folles de vouloir accoucher à domicile, parce qu'elles vont mourir en perdant tout leur sang, donc ça n'arrive pas. En tout cas, ça arrive très rarement, puis si ça arrive, nous on peut agir en fait déjà. Mais c'est vrai que si on habite au 7e étage sans ascenseur avec un escalier en colimaçon, c'est plus compliqué dans cette situation, quoi. Donc il y a aussi, voilà, s'assurer que l'espace soit sécure, que la maison soit accessible, parce que des fois c'est des cabanes un petit peu perdues, mais qu'au moins le chemin soit praticable, qu'il y ait de la place pour arriver devant. Enfin, voilà. Et est-ce que ça me fait penser, parce que moi je fais également du domicile et je vois de tout dans les maisons, et des fois je trouve des maisons vraiment insalubres où il y a des animaux partout, plein de lits, machin. Est-ce que dans des conditions de ce type-là, tu acceptes quand même de faire un accouchement à domicile, si tu trouves que l'hygiène c'est quand même très très limite, ou que c'est compliqué? Là, je suis pas sûre que ça m'est déjà arrivé. J'imagine que si vraiment les conditions étaient insalubres, ou s'il faisait trop froid par exemple, ça m'est déjà arrivé ça une fois, où il faisait vraiment trop froid, ils étaient en chantier et il n'y avait pas de chauffage et on était en hiver, et donc on a quand même accompagné cette femme, je crois, à domicile, mais a posteriori de voir, en fait c'est important qu'il fasse chaud, c'est important qu'il y ait de l'eau.
qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait un moyen d'appeler, qu'il y ait du réseau, s'il n'y a pas de réseau, d'avoir au moins un téléphone avec fil pour contacter les urgences justement. Donc il y a quand même pas mal de petites choses qu'on vérifie pour être sûr, mais c'est des choses, c'est juste du bon sens on va dire. Et pour l'hygiène, soit de voir si on s'en rend compte pendant la grossesse, pourquoi pas de faire un travail avec la femme là-dessus et de lui indiquer qu'elle peut se faire aider, elle peut faire appel à une femme de ménage. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aides qui sont possibles aussi pendant la grossesse et puis après. Et si on se rend compte qu'au dernier moment, et à voir comment chaque sage-femme se sent à l'aise avec ça, en fait c'est plus ça aussi. Parce qu'il y a... Là j'ai parlé beaucoup du factuel, mais en fait peut-être ce qui nous différencie le plus entre sages-femmes à domicile et sages-femmes hospitalières qui vont voir les femmes qu'une fois, c'est que nous on va faire passer la relation d'abord, même avant le dossier médical presque. Et on peut refuser quelqu'un juste parce qu'on ne se sent pas bien avec eux, parce que si la relation de confiance n'est pas bien appuyée, on ne va pas se sentir en sécurité, ni nous ni la femme, et ça c'est une prise de risque. Enfin, en tout cas, nous on le compte comme une prise de risque, je peux parler avec un jeu, mais moi je le prends comme une prise de risque. Donc c'est plus que, on ne sait pas simplement, on regarde un dossier et on regarde, elle a ça comme antécédents médicaux, donc on ne va pas la prendre, c'est presque, on va le prendre en compte, mais ce qui va passer en premier, c'est la relation et c'est ça que j'aime dans ce métier, en fait. C'est vraiment un métier à part, quoi. C'est vraiment différent de la sage-femme hospitalière. Même si le but est le même de mettre l'enfant au monde, c'est quand même... Le but, les besoins sont les mêmes, c'est qu'on a envie que les femmes soient en sécurité, que tout se passe bien. Et on n'a juste pas du tout les mêmes stratégies pour accompagner les femmes vers ça. Mais on a exactement les mêmes convictions, les mêmes envies que les sages-femmes, que n'importe quelle sage-femme dans n'importe quel lieu d'exercice en fait. Ta formation, de toute façon, c'est la même qu'une sage-femme hospitalière. Oui. En France, c'est la même, voilà. Et quand tu dis que j'ai été formée, effectivement, j'ai été formée, j'ai fait donc les 4 ans d'études, plus 5 ans, la première année de concours et les 4 ans d'école de sage-femme. Et ensuite, je suis allée me former auprès d'une sage-femme qui pratiquait déjà les accouchements à domicile, où là, j'ai eu besoin de passer 2 mois non-stop avec elle, mais tout ça, c'est officieux, dans le sens où on est, voilà, c'est un compagnonnage, et c'est pas du tout, il n'y a pas de cadre, on va dire. Et moi, j'avais besoin de ça. Il y a des sages-femmes qui se lancent tout de suite après l'école, il y en a qui vont passer par l'hôpital parce qu'elles vont ressentir ce besoin-là. Mais vu que c'est un total autre accompagnement, il n'y a pas nécessairement besoin de passer par l'hôpital. Après, d'être compagnonnée, moi je trouve que c'est vraiment tellement riche et tellement important. Parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas vraiment appris, voire pas du tout appris la physiologie et comment accompagner une femme sans péri, sans médicaments, sans médecin derrière nous. En tout cas, on a un médecin parce qu'on peut aller à l'hôpital quand la femme le décide ou quand la situation le nécessite, enfin quand c'est nécessaire. Mais c'est pas une formation, c'est pas une spécialité, c'est pas un truc officiel. C'est la sage-femme qui décide de faire du domicile, qui soit fait un compagnonnage, soit se lance toute seule. Il n'y a pas de cadre en France en tout cas. Non. Oui, donc moi j'ai passé 2 mois avec une sage-femme à Toulouse, avec Hélène, avec qui, voilà, c'était vraiment génial. Enfin, je suis en gratitude pour elle parce que grâce à elle, j'ai pu me lancer, venir en Alsace et puis... Et en fait, je suis restée finalement 2 ans, 1 an et demi, 2 ans avec elle, où j'ai travaillé avec elle, on était en binôme. Et c'était vraiment super riche, quoi. La différence, ce qui m'a le plus marqué dans le reportage que j'avais vu sur l'accouchement, c'est que la femme n'est pas sur le dos à attendre avec les pieds dans un étrier. Elle est dans une position physiologique. Si elle veut accoucher accroupie, elle accouche accroupie. Si elle veut, elle prend la position qui est la plus confortable pour elle, si j'ai bien compris. Oui, en fait l'idée, et en fait toute la préparation à la naissance finalement, elle va plutôt être axée là-dessus, sur comment la femme peut se faire confiance, à quel point on peut amener la femme à se faire confiance pour que ce soit elle qui accouche et pas la sage-femme qui l'accouche, parce que souvent on entend ça, moi j'ai accouché telle et telle femme ou patiente, donc ça c'est des mots que j'utilise plus du tout,
patiente. Donc j'accompagne une femme qui n'est pas malade et qui est en bonne santé et qui est au maximum autonome et moi je suis juste là pour l'accompagner, mais de femme à femme presque. Donc j'ai des compétences j'ai des compétences et une expérience qu'elle n'a pas forcément. Et à la fois, elle a son corps et elle est en contact avec son bébé. Et donc moi, je ne peux pas savoir quelle est la position qui va être la mieux pour elle. Parce qu'il n'y a que son corps, il n'y a que son bébé, il n'y a que elle à ce moment-là qui va pouvoir, même pendant la grossesse, elle ne peut pas dire je veux accoucher dans l'eau ou dans telle position. C'est des souhaits qu'elle peut émettre. Mais en fait, ça se trouve, le jour de l'accouchement, elle n'aura pas du tout envie d'aller dans l'eau, ou elle n'aura pas du tout envie d'être dans telle ou telle position, puis elle va se retrouver dans une... Ça se trouve, elle va se retrouver sur le dos alors qu'elle ne voulait pas être sur le dos, mais c'est comme ça que les contractions lui disent de se mettre, parce que c'est comme ça que son bébé va pouvoir faire son chemin. Donc c'est rare, mais la plupart du temps, elles sont vers l'avant, sur les genoux, et oui, à quatre pattes ou sur les genoux, quoi. Adossées au compagnon ou au canapé. Parce qu'elle trouve. Je suppose même adosser quelque part. Là, de tenir, oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que donc là, l'idée, c'est on les laisse complètement être et faire. Et donc pendant la grossesse, c'est pareil. En fait, moi, je sais que je me guide de leurs questions, mais c'est pas vraiment moi qui dis aujourd'hui, on va traiter tel sujet. C'est plus en fonction de leurs besoins, leurs questions du moment, qu'est-ce qui se vit, et au final on a abordé tous les sujets, mais en fait ça va, c'est ça que j'aime aussi, c'est que ça va être complètement différent d'un couple à l'autre, de ce fait. C'est jamais dans le même ordre, quand même un peu, parce qu'il y a voilà, les mois se déroulent. Voilà, et puis l'accouchement vient, enfin voilà, on parle de l'accouchement dans les derniers mois de la grossesse, parce qu'au début pas trop. Mais c'est vrai que le point d'honneur, c'est vraiment que la femme se sente complètement autonome et actrice de ce qu'elle fait. Et c'est souvent ça qu'elle regrette, ou qui peut être regrettable en maternité, c'est que les femmes se sentent dépossédées de ce qu'elles vivent. Mais je suis sûre que même en maternité, on peut être actrice on peut se sentir actrice de ce qu'on fait. Et j'essaie de leur faire passer le message là aussi, dans le sens où des fois elles se mettent énormément de pression sur le lieu, si elles n'accouchent pas à domicile, c'est un échec, et aussi d'arriver à lâcher prise par rapport à ça, de voir que en fait, quel que soit le lieu, elles peuvent être actrices, elles peuvent vivre ce qu'elles souhaitent, même si ça demande beaucoup plus de fermeté, de droiture, de savoir ce qu'on veut à l'hôpital qu'à domicile, mais je suis sûre que voilà, c'est possible, et que ça dépend aussi de notre posture intérieure et personnalité, et puis de la posture intérieure, que là on peut travailler aussi pendant la grossesse, ou qu'on va travailler si la femme dépasse son terme, ou si la femme est un peu en frontière de la physiologie, quand elle sort un peu du cadre, et que la question de transférer à domicile, à l'hôpital se pose. Où là, on va se dire, en fait, on va retravailler le projet pour faire en sorte qu'elle se sente pleinement actrice, parce que l'idée, c'est ça, c'est pas vraiment le lieu, même si moi j'adore accompagner à domicile, parce qu'il y a quelque chose de fabuleux que les gens soient dans leur intimité complète, dans leur milieu naturel. Oui, c'est ça, oui. Mais ça facilite l'autonomie, ça facilite la naissance, ça facilite beaucoup de choses, même si des fois non, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais voilà, c'est tout un travail en finesse pour que quelle que soit la personne qui l'accompagne, finalement, en fait, la confiance soit placée en elle et pas dans le milieu extérieur. Ouais, c'est important, parce que moi j'ai eu 3 enfants, et j'étais jeune en plus, et j'ai pas eu cette formation, entre guillemets. J'ai eu les visites mensuelles avec le gynéco, vous allez bien, prise de sang, échographie, pof, c'est fini. Et j'ai jamais appris ce que c'était vraiment une grossesse. J'ai pas appris ce que c'était qu'une femme enceinte, ce que c'était qu'un accouchement.
Je suis arrivée à l'accouchement, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas que je pouvais être décisionnaire de quoi que ce soit. J'étais remise entre les mains des médecins et c'était eux les sachants. Et bon, bah maintenant, voilà, c'est fait, je n'aurai plus d'enfants, donc je ne... Mais si je devais en refaire un, c'est clairement, je ferais ce type de suivi parce que c'est une autre parentalité, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu et qui m'a touchée dans cette découverte de ce métier-là. C'est que moi, je n'étais pas actrice. Bon, forcément, j'étais au milieu du truc puisqu'il fallait que je mette cet enfant au monde. Mais je n'étais pas actrice de cet événement. Et pour les 3, c'était pareil. Et c'est quelque part un petit regret. Je sais que c'est pas constructif d'avoir ce type de regret, mais j'aurais aimé savoir que c'était possible. Mais bon, il y a 25 ans, on n'en parlait pas du tout. Voilà, c'est ça, c'était encore... Donc voilà, c'était... c'est comme ça, et maintenant c'est pour ça aussi que je voulais absolument faire cette vidéo avec toi, parce que j'ai ressenti ce besoin de communiquer sur ce sujet qui est vraiment... Et donc la formation de Thierry, elle est super, mais elle était payante et tout le monde n'y a pas accès. Moi, cette vidéo, elle sera gratuite sur YouTube. Voilà, donc comme ça, les gens pourront savoir que ça existe, qu'on peut être accompagné. Maintenant, il y a beaucoup plus d'informations là, des dernières années. Puis il y a une association justement de professionnels autour de l'accouchement à domicile qui s'appelle l'APAT, qui s'est formée en 2019. J'ai participé un peu à l'élaboration de ça avant de... Là, je participe à des groupes de travail dans cet asso et aussi pour donner de l'information, pour faire tout un travail sur le plan juridique, tout un travail sur le plan de l'assurance et tout un travail sur le plan d'informer, de faire du lien, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse être partie prenante du réseau de soins, du parcours de soins des femmes. Pour que dans n'importe quel lieu, on dise, si vous voulez accoucher, il y a la maternité, il y a le plateau technique, il y a les maisons de naissance et il y a le domicile qui est possible. Juste pour que les gens sachent que c'est possible et qu'ils aient le choix, parce qu'en fait, nous, c'est pas... Moi, j'ai pas envie que tout le monde accouche à domicile, absolument, j'ai envie que les femmes aient le choix. Oui, et j'aurais aimé avoir ce choix. Voilà, c'est ça. C'est ma démarche. Parce que moi, j'avais pas autre idée, on accouche à l'hôpital, point. Enfin, c'était... Oui. Et pour beaucoup de femmes, c'est encore ça aujourd'hui, malgré l'information et malgré tous les réseaux qu'il y a aujourd'hui, sociaux. Donc c'était important. Et puis en plus, tu sais bien de quoi tu parles puisque tu es une jeune maman et tu as accouché à domicile. Donc non seulement tu as la théorie, la pratique, mais la pratique personnelle de l'événement. Oui, même si c'est toujours tellement personnel qu'il ne faudrait pas calquer mon expérience sur les femmes, mais c'est encore ça, disons que mon expérience m'a permis encore une fois de me dire, en fait il n'y a pas de règles. Donc c'est difficile aussi de préparer quelqu'un à une naissance et puis encore plus à la parentalité parce qu'on ne sait pas qui est l'enfant, on peut communiquer avec lui, maintenant il y a aussi beaucoup de techniques pour communiquer même avant la naissance avec l'enfant. Donc on peut accompagner l'enfant dès la grossesse et ça aussi c'est un gros travail pour la femme, donc là je fais une petite parenthèse, mais c'est un gros travail pour la femme dans le sens où ça demande de se respecter, de prendre soin de soi, de prendre du temps, d'arrêter de travailler le plus tôt possible, ça serait le mieux. Dans le sens, parce que ça demande de l'espace intérieur, extérieur et d'accueillir un enfant. De toute façon, il va prendre son espace, mais disons que de lui offrir du temps et ce temps pour soi, de soins, de marche, de beauté, de se nourrir de ce qu'on aime en fait, de plaisir, tout ça, ça va participer à ce que la grossesse se déroule bien, que l'accouchement se déroule bien et qu'après on soit aussi plus serein avec un enfant et que l'enfant peut-être soit plus serein parce qu'il y a eu le moins de stress possible pendant la grossesse. Même si, il y a des grossesses, on ne peut pas éviter le stress ou des deuils ou des choses comme ça, tout est à accueillir. Mais dans la mesure du possible, être dans le plaisir et dans ce qui nous relie à ce qui est essentiel pour nous. Ça peut être un moment, ça peut être des temps aussi pour la femme et ou pour le couple, mais notamment pour la femme, de se repositionner sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je choisis. Puis on le voit parce que souvent les femmes elles vont changer de boulot, déménager, il y a beaucoup de changements autour d'une grossesse en général.
En tout cas, une première grossesse, on voit ça beaucoup, où les gens sont dans les cartons et ils savent pas s'ils vont réussir à déménager avant l'accouchement ou après. Enfin, c'est rigolo, en tout cas, c'est notable, quoi. Mais voilà, c'est une continuité, et puis on focalise énormément sur l'accouchement parce que c'est un moment qui est hyper intense, et puis tout le monde en parle, et puis il y a beaucoup à déconstruire dessus parce que on a peur, et puis voilà, il y a beaucoup de choses à venir nettoyer autour de l'accouchement. Moi je sais que pour mon premier, quelques semaines avant d'accoucher, je disais non mais je veux pas le sortir, non mais j'ai peur, je veux pas le sortir, c'est plus facile à rentrer qu'à sortir, je veux pas le sortir. Mais parce que j'étais pas du tout formée, j'étais pas informée, je savais pas du tout, on m'a jamais dit comment ça se passait. Je suis peut-être pas allée chercher l'information non plus, parce qu'évidemment moi j'ai travaillé jusqu'à la dernière, et j'étais pas du tout dans cette conscience-là, et c'est hyper important qu'il y ait quelqu'un qui dédramatise, qui t'explique comment ça se passe. C'est sûr que pour le deuxième, on en sait un peu plus, mais pour le premier... Oui, puis qu'il y a quelqu'un qui peut accueillir les peurs, où on peut venir en discuter, puis de voir quelles ressources on va trouver derrière ces peurs-là, et qui va nous soutenir, en fait, finalement. Parce qu'elles peuvent soit nous bloquer, soit nous ouvrir des portes. Mais ça dépend, voilà, à quel point on les accueille ou on les exclut. Tout ça aussi dans le but d'ouvrir pour que, en fait, l'après-naissance, donc toute la vie d'après, se passe au mieux. C'est aussi donner des bases de qu'est-ce que je veux pour la vie de cet enfant, et pourquoi je fais un enfant. Je pose pas souvent la question parce que j'ose pas trop, mais c'est une bonne question à se poser, de pourquoi j'accueille un enfant là aujourd'hui dans mon foyer, pourquoi j'ai envie, et qu'est-ce que j'ai envie pour lui, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, quelle place je suis prête à donner. Sans être dans le sacrifice, parce que moi je me sens pas du tout être dans le sacrifice pour l'enfant que j'accueille là. Mais c'est plus oui, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, quelle base on peut leur donner de confiance, de patience, de connaissances pour que eux ils puissent se déployer comme ils ont envie, besoin, pour ce pourquoi ils viennent. Exactement. C'est important. Et ça, tiens, tu parlais de l'enfant qui est au centre, en fait, de cette expérience aussi, même si le fait de devenir un parent, c'est aussi une expérience à part entière. J'ai entendu parler d'une pratique qui m'a estomaquée et qui m'intrigue. C'est la pratique de l'enfant lotus. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Oui, en fait c'est assez simple, c'est juste de ne pas clamper ni couper le cordon à la naissance. Donc l'enfant naît, suivi du placenta, et ensuite on laisse cette trinité, l'enfant, le cordon, le placenta, intègre. Et ce qui est dit, c'est que ça permet à l'enfant de s'incarner. Donc je sais pas à quel point c'est vrai. Moi j'ai trouvé ça beau, donc j'ai voulu expérimenter, et de l'expérimenter, j'ai trouvé ça vraiment beau de le faire. Et puis notre petit garçon est très incarné. Oui, très joyeux. Mais à la fois, je ne pourrais pas dire que c'est en lien. Si ça aurait été ou pas sans. Ça se trouve, si on avait coupé, ça aurait été exactement pareil. Mais dans le sens, c'est un peu cette idée aussi de ne pas venir couper, clamper, de ne pas intervenir en fait, parce que tout peut se faire tout seul. Là, il est tombé au bout de 4 jours, ça peut être plus tôt, ça peut être un peu plus tard. Et on peut aussi le couper aussi à un moment quand si vraiment on en a marre d'avoir les 3 paquets ensemble, les 2 paquets ensemble. Mais c'est une pratique qui est très belle. Alors c'est Robin Lim qui en parle notamment, elle est en Indonésie, il me semble, si je ne me trompe pas. Et en fait là-bas, pour éviter de couper avec des ciseaux qui sont souillés, et d'éviter de transmettre le tétanos notamment, ils font cette pratique-là. Donc après, il y a tout un soin à faire autour du placenta, où on va mettre du sel, des herbes pour éviter qu'il se dégrade, qu'il pourrisse. Et le sel va le conserver, va le durcir, et ça va sécher rapidement. Et en fait, il n'y a aucun risque d'infection. Et justement, dans ces pays-là,
dans ce pays-là, il y a certaines pratiques comme ça pour éviter les risques d'infection, ils font ça. Parce qu'ils n'ont pas de matériel. Donc chez nous, on a du matériel stérile, c'est pas une raison, mais des fois, on a peur que ça crée des infections, notamment celles qui l'ont jamais fait, ou les sages-femmes hospitalières, où tout est très aseptisé. Et en fait, non, ça ne crée pas d'infection. Et si on ne clampe pas, l'enfant, le cordon se clampe de lui-même. Donc il n'y a pas de nécessité de clamper, de couper le cordon tout de suite. Et au contraire, le fait de laisser le cordon intègre les quelques minutes, 10, 15, 20, 30 minutes après la naissance, ça permet à tout le sang qui est contenu dans le placenta de revenir au bébé. Si on coupe trop rapidement, l'enfant est privé d'un tiers de son volume sanguin. Oui, c'est ce que j'avais vu, ouais. Et donc rien que ça, de clamper le plus tard possible, d'attendre que le placenta soit dehors avant de clamper, de couper, enfin rien que ça, c'est déjà énorme. Plutôt que de couper avant la première minute comme on a l'habitude de le faire et comme on le voit dans pas mal de films, de la femme et la couche et puis tout de suite il faut couper, et puis voilà, il y a vraiment cette image comme ça dans la conscience collective il y a une urgence comme ça autour du cordon, alors qu'en fait il y a zéro urgence parce que le corps il sait faire quoi. C'est aussi se reculer face à l'intelligence du corps, des deux corps, de la mère, de l'enfant. Moi, je vois ma posture comme ça, d'être, on dit gardienne de l'espace, mais pour dire en fait, le but de la sage-femme, c'est pas d'intervenir, au contraire, c'est de, si tout va bien, on fait rien et on laisse les gens vivre leur expérience. C'est en sûreté, quoi. Voilà, s'il y a besoin d'agir, on va agir. Et donc peut-être pour le placenta c'est un peu ça, c'est on laisse faire, s'il y a besoin d'agir, s'il y avait une urgence ou quoi et qu'il fallait clamper, on le fait. Mais s'il n'y a pas d'urgence et que c'est le souhait des gens, voilà, il n'y a aucune raison de clamper, couper. Mais c'est pareil, cette pratique-là, moi je l'ai apprise par hasard. Oui. Une copine qui m'a parlé de ça, c'est quoi cette histoire? Mais j'ai trouvé ça passionnant et j'ai un peu fouillé, j'ai vu effectivement cette histoire qu'une partie du sang du bébé est encore dans le placenta et que si on veut éviter les anémies et même au niveau immunitaire, c'est hyper important qu'il puisse récupérer tout ce qui lui appartient. Oui, c'est ça. Et, mais il n'y a pas de communication là-dessus non plus. Est-ce que toi tu communiques là-dessus avec tes patientes? Est-ce que tu leur dis que ça existe, sûr, que c'est possible? Avec les femmes. Oui, bien sûr. On en parle pendant la grossesse. On dit tout ce qui est possible de faire, de couper, de brûler, de ne pas couper. Donc on explique tout ce qui est possible et on explique toutes les raisons qu'on vient d'indiquer là. De l'importance de ne pas clamper tout de suite et dans leur projet de naissance, si elles venaient à aller à l'hôpital aussi, de parler de ça, qu'elles amènent ça, de dire j'aimerais bien que vous clampiez au bout de 5-10 minutes et pas tout de suite. Mais il y a encore beaucoup de peur à ce sujet, à l'école on n'en parle pas du tout et il y a un peu cette peur de le bébé va se vider de son sang si on ne clampe pas. Donc c'est l'inverse au final. Ouais, il se vide pas, mais en tout cas oui, on le prive, c'est sûr. Mais donc il y a encore, on entend encore des médecins ou des sages-femmes dire ça, donc c'est sûr que c'est important de donner l'info. Ah oui, parce que moi c'est vraiment un peu par hasard, même si le hasard n'existe pas, que cette information est venue jusqu'à moi. Donc c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle dans cette vidéo. Parce que on parle très peu du placenta. Globalement, on parle très peu du placenta, alors que c'est un organe majeur, magnifique, qui permet la vie, qui permet au bébé de vivre dans la corde d'une femme qui normalement rejette ce qui est étranger. Donc qui lui donne tout ce dont il a besoin, qui l'indique, c'est sûrement, on ne sait pas, mais c'est sûrement le placenta qui a un rôle important dans le démarrage de l'accouchement. Et il a sûrement un rôle aussi dans la phase de transition du bébé quand il naît et quand il prend ses premières respirations ou avant. Et donc si on venait à aider un bébé à respirer, donc le ventiler et tout ça, et ça serait judicieux de laisser le cordon intact. Maintenant, il y a quelques études qui nous montrent que ça va faciliter les gestes de réanimation de laisser le cordon intact, parce que en fait c'est pas pour rien que le cordon, le placenta peut aider le bébé encore dans le postpartum immédiat.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ignore et peut-être qu'on devrait avoir beaucoup plus d'humilité de dire, vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore, laissons faire les choses tant que ça se passe bien. À notre merveilleuse machine qu'est notre corps. C'est ça. Ouais. Donc c'est merveilleux cette médecine qu'on a élaborée, c'est magnifique parce que ça permet à des enfants de vivre alors que peut-être qu'ils ne pourraient pas survivre sinon, et les grands prématurés et puis des femmes avec des grosses pathologies, mais voilà, quand il n'y a pas besoin, c'est un peu cette histoire de faire appel à l'aide quand il y a besoin d'aide, et si on demande de l'aide alors qu'il n'y en a pas besoin, c'est comme pour un enfant finalement, si on l'aide alors qu'il n'en a pas besoin, il ne va jamais apprendre et ça va être retardé. Et pour l'accouchement, c'est un peu pareil. Si on donne de l'aide parce qu'on a peur d'un risque potentiel, la femme, elle va rater toute l'expérience. Si on fait à la place d'un enfant, il rate toute l'expérience. Et en fait, c'est pareil. Si on fait à la place de quelqu'un d'autre, dans la vie en général, on empêche le savoir de s'intégrer, quoi. Enfin, on empêche... Et je pense que c'est ça qui est le plus violent. Il y a les violences physiques qu'on peut subir, mais ce qui est très violent, c'est aussi ça, c'est en fait d'être passé à côté de l'expérience. Ouais. Mais tu vois, moi je suis une fervente défendrice de l'autonomie, de la souveraineté, et je trouve que ces pratiques que tu fais, que les femmes comme toi font, ça nous redonne à nous, les femmes, les mères, une certaine souveraineté sur notre corps, sur notre maternité, et je pense que ça nous met dans une position qui fait qu'on transmettra cette position à l'enfant qui naîtra. Parce que si nous on est souverain, forcément on sera amené à rendre notre enfant souverain, et ça ne pourra prévoir qu'un avenir meilleur. Enfin, ça peut faciliter, en tout cas oui. Ouais, on est formé depuis super longtemps à donner notre pouvoir à l'autre, à donner notre pouvoir à la médecine, à notre conjoint, à Dieu sait qui, à nos parents. Alors qu'il faudrait qu'on garde notre souveraineté, notre pouvoir décisionnel, notre pouvoir d'action. Et je trouve que ça, c'est un premier pas, c'est un pas important, surtout autour de la naissance, autour de ce nouvel être qui arrive. De former des parents souverains donnera des enfants souverains et des futurs adultes souverains. Et donc merci, merci pour cette démarche. Et je trouve ça, moi j'admire énormément les gens comme toi. Et je trouve que demain, pour aujourd'hui et pour demain, on a besoin de gens comme toi qui mettent de la sécurité autour de cet événement, mais en même temps mettent de l'autonomie et de l'indépendance autour de cet événement. Et ça, c'est précieux. Dans le monde actuel, c'est ultra précieux. Donc voilà, c'était important qu'on en parle, je trouve. Donc je sais pas, tu as peut-être quelque chose à rajouter, tu veux... sur ta pratique, sur ce métier, sur la vie, sur ce que tu veux. Sur ce que je veux. Merci déjà de m'avoir permis de parler. C'est pas un exercice forcément facile, mais c'était bien. D'échanger à ce sujet, de poser des mots simples. Et oui, peut-être juste ce message de s'informer et puis d'écouter plutôt le cœur que les voix des uns des autres qui vont dire c'est dangereux, c'est pas dangereux, et puis de suivre son plaisir, quoi, suivre le plaisir et d'oser être d'avoir le courage d'être heureux. Et notamment pour accueillir un nouvel être qui va conditionner beaucoup de choses, enfin conditionner, ou je sais pas comment dire, mais ouvrir à beaucoup de choses. Écoute, merci pour ce métier que tu fais, merci pour ton rayon de soleil. Les mamans que tu accompagnes, les futures mamans, elles ont bien de la chance. J'ai de la chance de les rencontrer. Ouais, c'est toujours des rencontres, c'est des chances mutuelles. Ouais. Et puis je trouve ça en plus hyper beau dans ta pratique, que tu l'aies vécu toi de l'intérieur et que tu puisses te nourrir de cette expérience-là aussi, de l'expérience avec tes anciennes mamans, ton vécu à toi, et puis tout ça nous se nourrit et s'enrichit, et c'est génial. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment un échange. Moi j'apprends des femmes, les femmes m'enseignent, comme je peux leur transmettre quelques graines, et donc c'est vraiment c'est clair que ça circule. Ouais.
Bah, c'est toute la richesse de ce que tu fais. Ok, et Merci écoute, à merci. toi. Merci Merci. Julia. Prends soin de toi.